Quand on a vraiment une sécheresse de très longue durée qui gagne effectivement l'ensemble du sol, l'ensemble de la zone racinaire, 80 cm de profondeur, 1 mètre de profondeur, est encore sec. Mais là, alors là, il faut des semaines de pluie continue pour réhumidifier cette épaisseur de sol. Et il faut encore des semaines de pluie continue ou de neige qui va fondre progressivement pour que cette humidité soit suffisamment importante pour que le contenu en eau du sol percole encore plus bas, c'est-à-dire vers ce qu'on appelle les nappes d'eau souterraine ou les nappes phréatiques. Donc il faut vraiment, mais pour recharger une nappe phréatique, il faut de la pluie en quantité raisonnable mais très longue, parce qu'il ne faut pas dépasser non plus la capacité du sol à laisser s'infiltrer l'eau. Donc si on a des orages qui se succèdent les uns après les autres, ça ne va rien recharger au niveau des nappes. Et idéalement, il faut que cette quantité de pluie tombe à une époque de l'année où les plantes elles-mêmes ne prennent pas d'eau pour l'évapotranspirer. C'est-à-dire ce qu'on appelle le bilan hydrique en fait. C'est-à-dire qu'il y a sur un sol, il y a le sol, puis il y a les plantes. Les plantes, elles ont besoin d'eau et elles pompent grosso modo une quantité d'eau qui peut être même potentiellement supérieure à ce que le sol a comme flotte en lui-même. Hein. Donc elles ont vraiment un grand besoin d'eau. Donc ce qui va charger les nappes, ce sont des pluies d'hiver longues, continues, parce qu'il n'y a pas de végétation pour faire compétition en prenant l'eau du sol et en l'évaporant. Donc l'eau du sol, elle peut faire qu'une chose, c'est aller vers le bas, c'est aller recharger les nappes, qui, elles, sont situées à 2-3 mètres de profondeur pour certaines petites nappes, mais parfois, et pour la plupart, à quelques dizaines de mètres de profondeur. Donc il faut en plus un délai de l'ordre de 6 mois pour que cette zone du sol qui est vraiment bien arrosée, bien pourvue en eau, que cette zone du sol-là laisse couler l'eau en profondeur jusqu'à 20, 30, 60 mètres de profondeur. Il faut encore certainement 6 mois, voire 1 an de décalage entre la pluie et les remontées de nappe. En fait, c'est dépendant d'abord du type de sol. En fait, fondamentalement, c'est le sol en lui-même, c'est un sol sableux, un sable. Ben voilà, tout le monde a déjà vu de l'eau qui coulait sur du sable, pouf, ça s'infiltre tout de suite. D'accord? Parce que le sol a une grande porosité. Par contre, une argile, une terre glaise, ben ça ne laisse pas s'infiltrer. Et ça, c'est inhérent au sol, en fait. D'accord? Alors, ensuite, pour un sol donné, la couverture qu'il y a sur le sol, si c'est une prairie, ce sont des centaines, des milliers de plantules au mètre carré qui ont chacun leur voie d'entrée dans le sol via leurs racines, qui vont chacun créer euh, une, une alchimie un peu, je vais faire ça simple, mais une alchimie entre les particules du sol, les racines, toute la faune associée à ça, donc les petits vers, les petits insectes, etc., jusqu'aux bactéries, jusqu'aux champignons, tout ça va créer finalement une capacité d'infiltration de ce sol qui va être beaucoup plus grande dans une prairie, par exemple, encore plus grande dans un sol forestier, que dans un sol cultivé, où là on a une plante, idéalement, puisque on essaie de bousiller tout ce qui est pas du blé si c'est un champ de blé, donc voilà, mais donc on a beaucoup moins de plants au mètre carré. Et si c'est un blé, on a quand même encore une certaine couverture du sol, pratiquement 100% de couverture du sol sur un champ de blé, en tout cas 80% de couverture du sol. Si c'est un champ de maïs, par contre, là on a encore moins, donc on a encore plus de terre laissée à nu, donc de terre qui est sensible à un autre facteur dont je parlerai tout à l'heure, c'est l'intensité de la pluie. Parce que là, pour l'instant, on est juste en train de parler de la capacité intrinsèque du sol à laisser s'infiltrer l'eau, plus le type de couverture sur ce sol qui va favoriser ou défavoriser l'infiltration. Donc, plus le sol est couvert, plus ça va favoriser l'infiltration, moins le sol est couvert, bien entendu, ça va favoriser le pendant inverse, c'est le ruissellement en fait. L'érosion, elle va être liée de nouveau à la capacité du sol, des particules du sol à tenir ensemble. Ça, c'est lié, encore une fois, à la nature, à la texture du sol, c'est-à-dire que c'est un argile, un sable, un limon, ça a des propriétés pour coller ensemble qui sont un petit peu différentes. Plus c'est argileux, plus ça colle ensemble, grosso modo. Et puis aussi au taux de matière organique. Parce que la matière organique, pour faire simple, c'est la colle entre les éléments physiques du sol, les éléments minéraux du sol.
Voilà, c'est une colle, quoi. Mais donc, j'en reviens pour favoriser l'infiltration. Pour favoriser l'infiltration, donc il nous faut déjà un sol qui a une capacité d'infiltration naturelle raisonnable, élevée. Il nous faut un sol qui ne soit pas trop sec, donc qui garde son humidité le plus longtemps possible. La couverture du sol peut y aider. La couverture du sol va aider aussi grâce à toute son alchimie avec le sol, cette composition entre matière organique, faune du sol et particules du sol, favoriser encore une fois l'infiltration. Ce qu'il faut aussi, c'est que le sol ne soit pas trop en pente. Le relief est quand même important là-dedans aussi. Évidemment, plus il y a de la pente, plus l'eau va avoir tendance à suivre vers le bas. Hein. L'eau, elle suit la loi de Newton, hein, elle va vers le bas, quoi, vers la gravité. Mais donc forcément, l'eau, elle va plus ruisseler sur un sol fort pentu que sur un sol plat. D'où l'intérêt de créer des terrasses, par exemple. Si on veut favoriser l'infiltration sur une grande pente, ben, créer plusieurs terrasses, ça va faciliter l'infiltration. Ça, c'est sûr. Ce qui est aussi important dans la notion de pente, c'est la longueur de pente. C'est-à-dire que plus une pente est longue, avec la même couverture de sol, le même sol, donc une longue pente homogène, elle va avoir tendance aussi à accélérer les particules d'eau. Donc tout ce qui va créer des ruptures dans la pente va encore une fois favoriser l'infiltration, parce qu'elle va ralentir l'eau, c'est-à-dire garder l'eau le plus longtemps possible à la surface du sol, et donc, quand elle va rencontrer un obstacle, elle va avoir tendance à augmenter son infiltration par rapport à son ruissellement. D'où l'intérêt d'avoir, je parlais de terrasse tout à l'heure, même si on ne fait pas de terrasse, déjà mettre, selon la courbe de niveau, des haies ou même des bandes herbeuses entre des cultures, par exemple. Tout ça, ce sont des choses qui vont ralentir l'eau dans son mouvement vers le bas en surface, et donc la forcer à avoir un mouvement vers le bas en profondeur, et donc recharger les nappes. On peut se dire que, grosso modo, il faut retenir ça, en conditions normales et en moyenne, etc., sur un sol naturel, couvert par la prairie, de la forêt, enfin bref, grosso modo, on a 80% de l'eau qui s'infiltre et 20% de l'eau qui ruisselle. C'est à la grosse louche, mais il faut garder ça en tête. C'est-à-dire que, selon l'époque de l'année, bien entendu, ça va s'inverser. On va avoir 80% de ruissellement si c'est un sol sec, peu couvert, eh ben on va avoir 80% de ruissellement sur ce coup-là. Mais peut-être que le même sol, plus tard dans la saison, en hiver, il va reprendre sa proportion naturelle à avoir 80% d'infiltration, 20% de ruissellement. Dans les sols, dans nos régions, par rapport aux pluies qu'on a dans nos régions, qui sont des pluies qui sont normalement échelonnées de manière plus ou moins égale sur toute l'année, c'est-à-dire grosso modo, selon les régions de Belgique, il tombe entre 60 et 80 mm par mois. Et voilà. Et ça, donc, c'est une pluie également répartie toute l'année. C'est notre avantage. Ça favorise effectivement une infiltration à 80% et un ruissellement à 20%. Ça, j'ai presque envie de dire, c'est de l'histoire ancienne. Voilà. Ce qu'on observe maintenant, ben voilà, il suffit de sortir de chez soi, d'ouvrir les yeux. On voit qu'en fait, toutes ces grosses moyennes météo, ben, on est confronté à des choses qui sont, ben voilà, cette année, tout à fait exceptionnelle. C'est l'année record absolu de nombre de jours sans pluie. Voilà. On oublie que l'année passée, on a eu 10 mois de sécheresse, en fait, 10 mois où on était en déficit hydrique, alors que normalement, notre déficit hydrique, donc ces systèmes où les plantes font la compétition à l'infiltration, etc., c'est grosso modo maximum 6 mois sur une année. On a eu 10 mois. Voilà. Cette année-ci, il est tombé au mois de mai des orages à répétition, où on a observé jusqu'à 3 fois sur le mois de mai, sur la partie est de la Belgique, des pluies dont la période de retour est supérieure à 100 ans, dont certaines 200 ans. Alors c'est quoi la période de retour? La période de retour, c'est une notion statistique qui dit, voilà, une pluie de cette intensité-là, on l'observe en moyenne une fois tous les X années. Et ça, c'est la période de retour. Donc une pluie qu'on observe en moyenne une fois tous les 100 ans, si elle tombe 3 fois sur le même mois, on se pose un peu des questions sur les statistiques, quoi. Parce que normalement, on est bon pour 300 ans avec 3 pluies comme ça. Donc voilà, clairement, la météo change, les impacts sur la dynamique du système, eau, sol, plantes dans nos régions sont mesurables, ne sont plus négligeables du tout.
Et ça nécessite vraiment, vraiment de se poser des questions et de trouver des solutions vite, quoi. Vite. Ce dont tu me parles comme sous-solage, ça m'a ouvert une autre piste, c'est que tu fais du drainage à l'envers. Tu pars des lignes d'eau en surface, ou à la limite où le ruissellement se concentre, parce qu'il y a toujours bien un moment donné, en fonction du relief, où il se concentre, et puis tu le diffuses en arête de poisson, en t'aidant du relief, tu le diffuses dans la zone racinaire. Donc il faudrait peut-être trouver un autre mot que sous-solage, parce que ça ne va pas parler aux agros en sens technique d'irrigation, ou technique de rééquilibrage de l'eau dans le sol. Donc ce que tu vas refaire, c'est finalement repartir des zones où l'eau a tendance à se concentrer, à ruisseler, et donc à aller vers le bas plus vite, plus fort, pour l'intercepter et la redistribuer sur les flancs du vallon. Donc ça, c'est une technique, à ma connaissance, vraiment novatrice, quoi, parce que on a utilisé cette technique-là à l'envers pour drainer les terrains. Voilà. Et maintenant, exactement, c'est ce qu'il faut faire, c'est réfléchir tout à fait autrement. Il faut se dire, on va avoir de l'eau sans doute en moyenne, probablement en même quantité, mais quand elle tombera de manière beaucoup plus disparate. Alors moi, j'ai rencontré ça au début de ma carrière, quand je travaillais en zone soudano-sahélienne, au Burkina Faso, au Mali, où là, il tombait beaucoup plus que chez nous. Il tombait 1200, 1300, jusqu'à 2000 mm certaines années. Seulement, ça tombe en 2 mois et demi, 3 mois. Donc tout le problème est de garder cette eau quelque part dans les bassins versants. Parce que sinon, elle file et elle emporte la terre, elle emporte tout. Et donc c'est intéressant d'aller repiocher des techniques là-bas, parce que nous, on va être confrontés à ça. Et je trouve que le sous-solage, et je mets des gros guillemets, parce qu'il faut vraiment que mes collègues agronomes comprennent qu'on doit avoir une grosse réflexion sur nos techniques actuelles, et de dire on ne fera plus nos techniques. Ça n'a pas de sens de continuer ce modèle et avec ces techniques en essayant d'aller plus irriguer, etc. Mais irriguer, le jour où il n'y a plus d'eau dans les nappes, irriguer, voilà, on va se retrouver avec des impasses comme aux États-Unis, en Californie, où finalement, parce que l'irrigation, c'est vicieux l'irrigation. Hein. On salinise les sols avec l'irrigation à long terme. C'est-à-dire, et pourquoi? Parce que justement, tu amènes de l'eau dans un sol qui a tendance très fort à s'assécher, donc l'eau, elle va circuler, elle va s'évaporer, les plantes vont la prélever, etc. Mais en fait, tu amènes de l'eau qui contient des sels minéraux. Donc à un moment donné, ces sels vont s'accumuler dans le sol, parce que tu n'as plus ce phénomène de lessivage naturel par la pluie, qui elle est très peu chargée en sel. Donc irriguer avec de l'eau de nappe, c'est pas du tout la même chose que d'amener de l'eau de pluie. On amène de l'eau qui contient déjà tous des éléments de minéraux qu'elle a chopés dans les roches, qu'elle a parcourues. Tous les gens qui pratiquent de l'irrigation savent très bien que la limite de l'irrigation, c'est la salinisation des sols. Et c'est pour ça qu'en irrigation, on doit fournir beaucoup plus d'eau que ce dont la plante a besoin, parce qu'il faut qu'on crée ce phénomène de lessivage. Le goutte à goutte, ça permet justement de maintenir le sol dans un état d'humidité permanente qui lui permet d'attraper la moindre pluie qui vient. Du coup, tu n'as pas ces profils limites d'assèchement qui rendent le sol peu perméable. Donc le goutte à goutte, et en plus le goutte à goutte permet vraiment de doser très précisément. C'est une autre technique. Mais le goutte à goutte n'est pas envisageable à large échelle. Tu ne vas pas irriguer 15 hectares de carottes en goutte à goutte.